Elisabeth Rizol, qui est française, et son partenaire d'escalade Thomas Makiewicz ont eu des ennuis sur le Nanga Parbat. 25 janvier 2018. Près de 8000 mètres d'altitude sur le Nanga Parbat, l'une des montagnes les plus mortelles de la planète. Après 7 ans et 6 tentatives infructueuses, il venait tout juste d'atteindre le sommet. 2 alpinistes, sans oxygène, sans Sherpa, en plein hiver, et puis, sans prévenir, il est devenu aveugle. Pas sombre, pas flou, aveugle, seul au sommet de la montagne tueuse, dans des vents à moins 40 degrés, les yeux scellés par la glace, et les secours les plus proches étaient à plusieurs jours de là. Son partenaire avait 60 secondes pour prendre une décision à laquelle aucune formation, aucun manuel et aucune dose de courage ne prépare vraiment. Ce qu'elle a fait ensuite et ce que cela a déclenché est presque incroyable. Bienvenue dans l'extrême. De quoi aimerais-tu que les gens parlent quand tu ne seras plus là? C'est toi à penser qu'il était déjà parti. Tomek Makowicz n'a pas commencé comme alpiniste. À l'adolescence, il était fortement dépendant de drogues dures. Des années durant, il s'est enfoncé dans l'obscurité sans savoir comment en sortir, jusqu'au jour où il s'est vu dans le miroir et a décidé de changer. Après plusieurs années de désintoxication, Tomek a vaincu sa dépendance et vécu une phase de découverte de soi. Il a ensuite acheté un yacht et navigué sur les lacs de Mazurie, au nord de la Pologne. Peu de temps après, il avait réservé un vol pour l'Inde, où il a passé 6 mois à enseigner l'anglais à des enfants touchés par la lèpre. Durant cette période en Asie, il découvre les immenses montagnes de l'Himalaya qui deviendront plus tard sa passion et son obsession. Tomek a gravi de plus petits sommets de l'Himalaya pour assouvir sa passion avant sa première expédition d'alpinisme en 2008. Il a rejoint un autre passionné d'alpinisme et esprit libre, Marek Klonowski, pour traverser le plus haut sommet du Canada, le mont Logan. Mais il y avait un hic, il voulait le faire en hiver. Bientôt, Tomek verra que sur la montagne, la vie est complètement silencieuse. Ton passé, ton avenir, il n'y a que toi, la montagne et la douleur de la survie. Une douleur qu'il n'avait plus besoin d'engourdir et qui lui permettait peut-être de se sentir plus vivant que jamais. Tomek et son partenaire Merik avaient peu d'argent, mais cela ne les a jamais freinés. Ils achetaient la plupart de leur équipement d'occasion. Pendant 6 semaines, ils se sont préparés, puis ont gravi et redescendu plusieurs sommets, traversant la nature sauvage gelée par des températures allant jusqu'à moins 49 degrés Fahrenheit. Mais sur ce sommet isolé, le froid n'est que le début. Le mont Logan est l'un des plus grands sommets de la chaîne Saint-Élie, une chaîne de montagnes connue pour ses conditions météorologiques violentes et imprévisibles. Des blizzards surgissent soudainement, piégeant les alpinistes parfois des jours ou semaines dans des conditions de jour blanc où la visibilité est nulle. Tomek et Merik débutaient leur aventure tandis que de violentes tempêtes frappaient les montagnes. En grimpant, d'énormes chutes de neige et des vents de force ouragan menaçaient de déchirer les tentes et de précipiter les grimpeurs sur les pentes glacées. Ils ont aussi dû affronter une obscurité quasi permanente, guidée seulement par la faible lumière de leur lampe frontale dans le labyrinthe du mont Logan. Dans ces moments-là, Tomek se sentait vivant. C'était une expérience brute et pure, une façon rare de voir le monde. À chaque pas, il se rapprochait un peu plus de son objectif. C'était un combat contre des kilomètres de neige, de glace, de pentes raides et même de crevasses béantes, mais ils s'en réjouissaient. Ils ont résolu chaque énigme avec enthousiasme jusqu'à rentrer épuisés. Leur accomplissement leur a valu le Polish Travel Award et le Colosse Fit of the Year Award. Cette expédition et cette récompense n'étaient que le début. Tomek était désormais accro. De retour en Pologne, il a tenté de reprendre une vie normale, travaillant de 9h à 17h et aidant sa femme avec leur enfant. Mais cela n'a pas duré. Bientôt, il a eu la bougeotte et a planifié une nouvelle aventure. Désireux de se sentir vivant et d'échapper à l'ennui, il s'est attaqué à une autre montagne dangereuse. Environ 1 an après sa première expédition, il a effectué une ascension en solo du Kantengri, un sommet de 23 000 pieds dans la chaîne de montagnes du Tian Shan en Asie centrale. Le succès d'avoir surmonté un défi aussi dangereux lors de cette aventure solitaire a décuplé la confiance de Tomek. Il se voyait comme un alpiniste déterminé et compétent, et il n'y a qu'un seul endroit pour une personne comme ça, l'Himalaya. C'est ici que Tomek s'est retrouvé pour la première fois face à face avec le Nanga Parbat, un sommet si dangereux que beaucoup le connaissaient sous un nom plus sinistre, la montagne tueuse. La plupart des alpinistes voyaient dans le Nanga Parbat un avertissement. Pour Tomek, il s'y reconnaissait et en faisait une obsession. Cependant, le désir de grandeur a souvent un prix élevé, comme il allait le découvrir. Petite parenthèse dans ce chaos,
Chaque semaine sur Patreon, je partage quelque chose de plus profond, une vidéo exclusive, une analyse de ce qui s'est vraiment passé ou une histoire personnelle que je ne mets pas sur YouTube. Si tu veux aller dans les coulisses avec moi, rejoins la communauté extrême sur Patreon. On se retrouve là-bas. En 2010, Tomek et son vieil ami Merrick Klonowski se sont retrouvés pour relever leur défi le plus dangereux à ce jour. Ils ont voulu être les premiers humains à gravir ces pentes glacées en hiver, mais ce n'était pas seulement jugé dangereux. Dans la communauté des alpinistes, on appelait cela une erreur dont on ne revenait pas, et Tomek le savait. Sur le Nanga Parbat, en hiver, les erreurs n'apprennent pas de leçons, elles coûtent des vies. Tomek a affronté tout cela de front pour inscrire son nom dans l'histoire. Sa motivation dépassait la réussite personnelle. Il voulait montrer que tout le monde pouvait gravir des montagnes et que les sommets étaient ainsi faits pour que chacun puisse en profiter. Il a essayé de montrer que même ceux qui avaient autrefois lutté contre des addictions pouvaient encore accomplir quelque chose de positif dans leur vie. Lorsque Tomek a commencé à se préparer pour l'expédition, il a dû surmonter plusieurs petits obstacles avant même d'arriver à la montagne. Il n'avait pas de grands sponsors et ne venait certainement pas d'un milieu aisé, donc lui et Merrick devaient essayer d'économiser de l'argent partout où ils le pouvaient. Pour ce faire, ils ont utilisé des cordes destinées à un usage agricole qu'ils avaient achetées en ligne à prix réduit et il installait des éoliennes comme activité secondaire. Le permis pour gravir le Nanga Parbat peut aujourd'hui coûter jusqu'à 4 000 $ par personne. En plus de cela, il devait payer ses vols, des semaines de provisions et de nourriture, et bien sûr, le reste de son équipement qui le gardait au chaud sur la montagne. Mais tout cela n'était que des obstacles mineurs pour Tomek, car le vrai défi était la montagne elle-même. Lorsque Tomek a posé le pied sur le Nanga Parbat à la fin de 2010, il prévoyait d'atteindre son sommet en utilisant un style alpin léger, ce qui signifiait qu'il comptait gravir la montagne sans l'aide des Sherpas et avec peu de provisions. Ce style reposait sur l'autosuffisance. Mais pour beaucoup, le plus dangereux était sa décision de grimper sans oxygène supplémentaire. Mais faire cela était incroyablement risqué, car plus il montait, plus cela mettait son corps à rude épreuve en raison du manque d'oxygène. Cela pousse votre cœur, vos poumons et votre sang à travailler plus, causant maux de tête, étourdissement, fatigue et, dans les cas graves, des affections potentiellement mortelles. Après tout, c'était l'une des montagnes les plus dangereuses du monde, mais c'est justement ce qui intriguait Tomek. Tomek et Merrick ont tout donné. Ils ont grimpé par la voie à Kinshoffer, affrontant tout ce que la montagne leur réservait. Alors qu'ils progressaient, des vents cinglants hurlaient dans leur dos et des amas de neige recouvraient le sol rocheux. La température était descendue à un impressionnant moins 45 degrés Fahrenheit. Par un temps pareil, toute peau exposée gèlerait instantanément. Chaque pas de plus était une lutte contre les éléments et la moindre perte de concentration pouvait avoir de graves conséquences. Tomek et Merrick devaient constamment être à l'affût des avalanches, qui sont également fréquentes en hiver sur la montagne. Ce genre d'escalade n'est pas pour les âmes sensibles. Les tempêtes de neige étaient déchaînées. Tout ce qui rend l'escalade ordinaire difficile était poussé à l'extrême. Imaginez des températures si basses que votre peau gèle instantanément, des vents si puissants qu'ils pouvaient vous emporter. Et la neige menaçait sans cesse de déclencher une avalanche massive. Ils ont fait de leur mieux pour atteindre le sommet. Cependant, le destin n'était pas de leur côté. Ils ont pris la difficile décision de faire demi-tour peu après avoir dépassé les 5500 mètres d'altitude. Ils étaient submergés par les conditions météorologiques et le risque d'avalanche. Et s'ils avaient décidé de continuer, cela aurait pu leur coûter la vie. Pour la plupart des alpinistes, cela aurait été un soulagement. Pour Tomek, cela ressemblait à un rejet. Ils avaient acquis une expérience précieuse sur l'une des montagnes les plus dangereuses du monde. Bonne nouvelle. Personne d'autre n'avait atteint le sommet, leur objectif d'être les premiers restait intact. Au cours de la saison 2011-2012, Merrick a rejoint Tomek une fois de plus. Cette fois, la motivation pour atteindre le sommet était plus forte que jamais. Ils ont croisé Simon Morrow et Denis Surubko qui poursuivaient le même objectif. Désormais, Tomek y voyait de la concurrence. Son obsession grandissait et le feu intérieur brûlait. Les conditions sur la voie Kinshoffer cette année-là se sont révélées absolument impossibles. Tout le monde a fait demi-tour après avoir à peine progressé sur la montagne. Mais au moins, cette fois, ils sont montés un peu plus haut, jusqu'à 21 600 pieds. Désormais, la concurrence était plus grande. La saison 2012-2013 a marqué une nouvelle ère sur le Nanga Parbat avec un plus grand nombre d'expéditions cherchant à réaliser la toute première ascension hivernale historique. 4 expéditions, 2 de chaque côté de la montagne. Mais une fois de plus, l'histoire s'est répétée cette fois à 24 278 pieds. Chaque tentative coûte plus d'argent et plus d'épuisement et entraîne plus de concurrence, ce qui signifie que Tomek devait essayer la saison suivante. L'hiver 2013-2014 les a brisés.
Tomek, Merrick et l'équipe polonaise ont passé près de 90 jours bloqués au camp de base sur la face Rupol, attendant que les tempêtes et les avalanches, qui refusèrent de s'apaiser, se calment. Ils étaient avec quelques figures bien connues, Simon Morrow et Denis Arubko, qui partagèrent la montagne avec une autre équipe solide. Ils ont survécu à l'hiver jusqu'au dernier jour avant qu'une avalanche ne les force à battre en retraite. Ensemble, ils ont atteint 7200 mètres, assez proche pour sentir le sommet mais toujours pas suffisant. 4 fois, il avait mis sa vie entre parenthèses. 4 fois, il avait tout laissé derrière lui. Sa famille, les rires de ses enfants, l'amour de sa femme, sa maison et ses amis. Tout cela passait au second plan derrière la montagne. Depuis des années, de nombreux alpinistes se demandent de pourquoi il revient toujours au Nanga Parbat en hiver, mais la réponse est peut-être évidente. Peut-être était-ce parce qu'il avait échoué tant de fois. Quoi qu'il poursuivait sur cette montagne, cela continuait de l'appeler. Chaque hiver, il revenait comme un boomerang vers la montagne. Beaucoup d'habitants du village l'accueillaient à son retour, à chaque saison. Un jour, Tomek et Marek, à court d'argent, ont vendu toutes leurs affaires, même leur équipement d'hiver, pour acheter un billet de retour. Une autre fois, il a essayé de rester au Pakistan après l'expédition et de trouver un travail pour payer son billet d'avion. À sa 5e tentative sur la montagne tueuse, Tomek s'est associé à l'alpiniste française Elisabeth Rivol. Au cours de la saison 2014-2015, le duo a bravé l'une des années les plus froides sur la montagne alors qu'il gravissait lentement la face d'Yamir. En 2008, Elisabeth a gravi en solo le Broad Peak, le Gasherbrum et le Gasherbrum 2 en 16 jours sans oxygène supplémentaire. Elle était aussi au Nanga Parbat la saison précédente, mais n'a pas abordé la montagne comme lui. Ils ont refait leurs bagages et sont retournés sur la montagne. Chaque pas qu'ils faisaient plus haut sur la montagne rendait les choses beaucoup plus dangereuses. Ce n'était pas seulement un peu plus raide, c'était comme si la montagne essayait activement de les arrêter. Ensuite, ils ont affronté la face Rupol, une seule paroi de roche et de glace de 15 000 pieds. Au-delà de cela, chaque pente au-dessus, autour et sous eux, menaçait de déclencher une énorme avalanche. Le manteau neigeux était instable. Le froid était si intense que mains et pieds restaient engourdis, même sous leurs vêtements chauds. Contre toute attente, ils ont continué à grimper, atteignant plus de 7600 mètres. C'était le moment. Tomek le sentait. C'était peut-être l'année où ils atteindraient enfin le sommet. Pour la première fois, il était si proche. Il ne leur restait plus que quelques milliers de pieds à gravir. Son cœur battait la chamade alors qu'il se hissait vers le haut, épuisé mais plein d'espoir. Il pouvait presque goûter à la victoire. Mais ensuite, ses rêves furent à nouveau brisés. Une légère neige s'est rapidement transformée en une tempête aveuglante, réduisant la visibilité à seulement quelques pieds devant eux. Le vent s'est renforcé, menaçant de l'arracher à sa corde de sécurité. À ce moment-là, il savait qu'il devait abandonner. Le cœur brisé et en danger, Tomek et Elisabeth firent demi-tour. Cette année-là, Tomek réalisa une grande victoire en atteignant un point sur le Nanga Parbat plus élevé que jamais, établissant ainsi un record personnel impressionnant. En fait, c'était la plus grande altitude atteinte par quiconque depuis que Zbigniew Trimuel avait mené une équipe polonaise à la même hauteur près de 20 ans auparavant. Mais s'en approcher ne fit qu'accentuer la douleur de l'échec. Tomek était tout près de la gloire. Il était si proche qu'il pouvait presque la toucher, et l'année suivante, il ne pensait qu'à revenir terminer ce qu'il avait commencé. Mais la montagne ne l'a pas attendu. Simon Morrow et son équipe ont été les premiers à atteindre le sommet en février 2016. Tomek a regardé d'en bas pendant que quelqu'un d'autre réalisait son rêve, le seul objectif qu'il avait essayé d'atteindre avec tant d'efforts. Voir quelqu'un d'autre arriver et lui prendre ce qu'il convoitait a dû être dévastateur. La montagne qu'il aimait continuait de l'empêcher d'atteindre le sommet, mais elle avait permis à un autre groupe d'alpinistes d'accéder en toute sécurité à son imposant sommet. Tomek a dû se sentir lésé. Il avait tout donné au Nanga Parbat et avait quand même échoué. Mais il y avait une petite lueur d'espoir. Il savait au moins qu'il était possible d'atteindre le sommet en hiver. Ce que tout le monde pensait qui le briserait ne fit que le motiver davantage s'il avait perdu tout espoir après 5 tentatives infructueuses. Cette saison-là, il fit à nouveau équipe avec Elisabeth. Lors de son expédition de 2016 à 2017, la météo était brutale. Ils ont affronté les vents glacials jusqu'à ce qu'ils se heurtent à un mur à 25 000 pieds. À ce moment-là, Tomek a ressenti la véritable peur sur la montagne pour la première fois, car les conditions tournaient presque au jour blanc. Lorsqu'on lui a demandé ce qui les avait fait rebrousser chemin, Tomek a dit qu'il se souvient avoir regardé le visage d'Eli et y avoir vu une véritable peur sur son visage glacé. C'est à ce moment-là qu'il a compris qu'il était impossible de continuer,
Car s'il le faisait, cela les mènerait presque certainement à la mort. Il a dû faire demi-tour pour la 6e fois. Je ne sais pas pour vous, mais après 3 tentatives, j'aurais du mal à me motiver. Beaucoup pensaient que Tomek avait fini après 6 essais. Il n'est pas revenu au Nanga Parbat l'année suivante, certains affirmant qu'il faisait une pause dans l'alpinisme. Mais il préparait une grande tentative pour l'année suivante. Et tout simplement, Tomek était de retour dans l'Himalaya pour une dernière fois. Lorsqu'il est arrivé en décembre 2017, l'air était déjà vif et la neige épaisse de l'hiver recouvrait la montagne comme une immense couverture blanche. Pour de nombreux alpinistes, c'était un cauchemar, mais Tomek se sentait chez lui. Elisabeth l'a rejoint une fois de plus, et ensemble, ils se sont préparés à affronter le Nanga Parbat pour la 3e fois, plus motivés que jamais. Pouvait-il être le second groupe à réussir l'ascension hivernale de la montagne tueuse? L'histoire d'Elisabeth Raval était désormais liée à celle de Tomek. Lors de l'ascension finale, Elisabeth n'était pas motivée par le sommet. Elle était guidée par le sens des responsabilités, le partenariat et la conviction qu'elle pouvait l'aider à revenir vivant. Elle voyait en Tomek un esprit libre. C'était quelqu'un qui comprenait vraiment l'attrait presque mystique de ces sommets colossaux. Leur ambition commune d'être les premiers à atteindre le sommet du Nanga Parbat en hiver sans oxygène supplémentaire a créé un lien puissant entre eux. Une fois de plus, ils étaient prêts à tout donner pour atteindre le sommet. Après des semaines d'acclimatation et de débats sur l'itinéraire le plus sûr dans la neige et la glace, la situation semblait favorable aux alpinistes. Ils ont bravé le froid, les vents violents et le terrain accidenté. Ils ont grimpé en style alpin, portant tout leur équipement, installant des camps minimalistes et privilégiant la rapidité et l'autosuffisance. Cette approche est plus rapide, mais elle augmente aussi les risques. Le 25 janvier 2018, après des jours à avancer pas à pas, Tomek et Elisabeth étaient à moins de 300 mètres du sommet. C'était le plus près qu'ils aient jamais été. L'air se raréfiait, le vent se faisait plus mordant. Chaque pas prenait plus de temps que le précédent, mais ils n'allaient pas abandonner. Ils le ressentaient tous les deux. C'était le point où toutes les tentatives précédentes se s'étaient arrêtées, et maintenant ils devaient décider si cette fois serait différente. Toute pensée disparaissait, la fatigue disparaissait. Il n'y avait plus que le poteau du sommet devant eux, si proche qu'il arrêtait le temps, attirant leur corps vers le haut, sans demander la permission, jusqu'à ce que cela arrive enfin. 25 janvier 2018. Elisabeth planta ses bottes couvertes de glace sur le véritable sommet vers 6h15. À ce moment-là, le soleil s'était déjà couché derrière l'horizon et la température était tombée à un niveau dangereusement bas, de moins 40 degrés Fahrenheit. Tomek était à une courte distance derrière, et lorsqu'il l'a finalement rejointe, Elisabeth n'a pas pu contenir sa joie, criant « oui » en serrant son partenaire d'escalade dans ses bras. Elisabeth venait de devenir la première femme à avoir jamais gravi le Nanga Parbat en hiver, et Tomek s'était enfin tenu au sommet d'une montagne qu'il tentait de gravir depuis 7 ans. Il ne s'attendait sans doute pas à atteindre le sommet. Puis vint le choc. Tomek a enlevé ses lunettes, et Elisabeth a remarqué comment des cristaux de glace couvraient ses yeux bleus. Puis sont venues les paroles terrifiantes. « Ellie, qu'est-ce qui se passe avec mes yeux ?» Avec la panique dans la voix, il a dit « Ellie, je ne vois plus ta lampe frontale, tu es floue. » Elisabeth a rapidement compris qu'il souffrait de cécité des neiges et même de gelures. Elle a paniqué aussi, sachant qu'ils étaient à des jours de toute aide. Le sommet du Nanga Parbat est l'un des endroits les plus isolés au monde. Ils étaient seuls. Elisabeth a réussi à se ressaisir et est passée en mode survie. Elle a pris la main de Tomek et l'a posée sur son épaule. Puis, ils ont entamé leur descente. S'il y avait la moindre chance de survie, elle devait agir vite. Mais Tomek pouvait à peine bouger seul et sa vision était presque nulle. Puis, la véritable horreur a commencé. Elisabeth a entendu un bruit de tout, puis elle l'a vu. Une goutte de couleur rouge foncé recouvrait la neige. La situation était grave. Elisabeth savait qu'il souffrait d'un œdème pulmonaire d'altitude et avant même qu'elle puisse réfléchir à la suite, Tomek avait cessé de parler. À chaque pas, l'état de Tomek empirait. Elle a réussi à le descendre jusqu'à 7281 mètres, mais il ne pouvait plus continuer. Ils se sont réfugiés dans une crevasse la nuit du 25 janvier serrée contre la glace, alors que le froid augmentait. Au matin, il était clair qu'il était impossible de le déplacer plus loin. Le terrain était infranchissable, tenter de le traverser les aurait sans doute tués. Quelques minutes durant, elle resta prisonnière entre chagrin, espoir, tristesse et colère. Que feriez-vous, sachant qu'aucune décision ne se terminerait sans perte? Rester signifiait mourir ensemble. Partir signifiait s'en aller seul. Elisabeth a pris cette décision déchirante.
Elle l'a installé dans un sac de couchage au fond de la crevasse, lui laissant presque tout leur équipement pour lui offrir un peu d'abri contre les vents violents et le froid extrême, espérant aller chercher de l'aide et revenir pour lui. Des larmes coulaient sur son visage quand elle lui promit de revenir. C'était l'une de ses décisions les plus difficiles, mais rester signifiait probablement leur mort à tous les deux. Je ne peux pas imaginer l'horrible choix déchirant entre sauver ma propre vie et laisser mon ami mourir tout seul. Le regarder dans les yeux et promettre de revenir en sachant qu'on pourrait ne jamais le revoir. Mais malheureusement, c'est ça l'alpinisme en haute altitude. Et la règle numéro 1 est toujours de se sauver soi-même. Elisabeth a alors entamé une descente en solitaire, une course désespérée contre la montre et les éléments. Elle n'allait pas bien elle-même. Épuisée et en manque d'oxygène, elle hallucinait et voyait des choses inexistantes. Elle a même commencé à se déshabiller. Dans ces conditions extrêmement froides, c'est un symptôme dangereux d'une hypothermie sévère. Tout ce qu'elle devait faire, c'était se concentrer sur un pas à la fois, si elle le pouvait. Peu avant de quitter Tomek, Elisabeth a envoyé un appel de détresse, espérant recevoir de l'aide. En utilisant son appareil satellite InReach, elle a envoyé un SOS à son mari, à la femme de Tomek, et à un ami, Ludovic Giambiasi, expliquant à quel point l'état de Tomek était grave et suppliant qu'on vienne les aider. Au moins, l'un d'entre eux réussirait à faire quelque chose. Elle ignorait alors que des nouvelles de leur situation étaient déjà parvenues au monde extérieur, et une vaste opération avait été rapidement lancée avec les meilleurs alpinistes de haute altitude. Une page de financement participatif a été créée, et le ministère polonais des Affaires étrangères a garanti les frais de sauvetage. Une équipe d'alpinistes polonais d'élite, comprenant Adam Bilecki, Denis Sorobko, Jaroslaw Botor et Piotr Tomala, qui tentèrent la première ascension hivernale du K2, a détourné sa mission pour venir en aide. Ces héros ont été héliportés au Nanga Parbat et ont entamé leur ascension dans l'obscurité, affrontant les mêmes conditions brutales qui avaient piégé Elisabeth et Tomek. Des vents violents fouettèrent leurs vêtements et une neige épaisse couvrait le sentier. Seule une corde gelée et la lumière de leur lampe frontale les guidaient sur la montagne. Mais jamais les hommes n'ont pensé à abandonner. Contre toute attente, les alpinistes avançaient avec une rapidité et une habileté incroyables. Adam et Denis sont finalement tombés sur Elisabeth à environ 6000 mètres d'altitude le 27 janvier. Elle était à peine consciente, gravement gelée, incapable d'utiliser ses mains et voyageait sans lampe frontale ni équipement adéquat. Ils lui ont donné des médicaments et des moufles chaudes. Après quelques minutes, Elisabeth a réussi à dire à Adam et Denis dans quel état critique se trouvait Tomek. Ce n'était pas bon. Confrontés à un choix impossible, les alpinistes polonais ont choisi de privilégier le sauvetage d'Elisabeth. Ils savaient que tenter de rejoindre Tomek, qui était très probablement déjà mort à une telle altitude, mettrait leur propre vie en danger. Le vent était si fort qu'il aurait pu emporter les hommes de la montagne, et les températures étaient si basses que l'eau se transformait instantanément en glace. Alors qu'Adam et Denis évaluaient leurs options, ils ont finalement décidé que grimper plus haut pour chercher Tomek était trop dangereux. Ils ont escorté Elisabeth en bas de la montagne, les dents en rappel et sur la neige, retrouvant leurs coéquipiers et les hélicoptères au camp 1 18 heures après l'avoir trouvée. À partir de là, Elisabeth a été évacuée par hélicoptère vers un hôpital où elle a subi plusieurs opérations pour ses blessures dues aux gelures. Heureusement, elle a réussi à éviter toute amputation et a fini par se rétablir complètement. Quant à Tomek, il a été présumé mort et son corps reste sur le Nanga Parbat à ce jour. Tomek Makiewicz a passé 7 ans de sa vie à revenir sur la même montagne en quête du sommet qui ne cessait de le repousser. Certaines personnes appelleront cela une obsession, d'autres du courage. Mais peut-être que l'histoire de Tomek parle de quelque chose de plus simple. C'est l'histoire d'un homme qui avait besoin du bout du monde pour se sentir vivant et qui continuait à s'en approcher, sachant qu'un jour, il pourrait ne pas en revenir. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo, restez audacieux et courageux.